Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, réunir des fonds pour lutter contre le virus Ebola à l'aide de SMS. C'est le programme initié par l'Union africaine le 1er décembre. Grâce à une opération conjointement menée avec une société mobile, des dons de $1 pourront être envoyés par chaque abonné. C'est en soutien d'envergure que vient de recevoir l'opposition gabonaise. L'ancien vice-président Diop Divungi Dinding a annoncé rejoindre les rangs du front de l'opposition pour l'alternance. L'art contemporain à l'honneur dans la toute première biennale de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une première édition expose des artistes nationaux et internationaux, tous réunis autour du même thème, avancer. Le dernier bilan de la fièvre hémorragique Ebola, publié par l'Organisation mondiale de la santé, faisait état de 6 928 morts à la fin du mois de novembre. Depuis le 1er décembre, une campagne de financement SMS a été lancée dans la sous-région. Elle permet à chaque utilisateur de téléphone portable de participer à l'éradication du virus. Idlet Mirabel Bissou nous explique comment. Éradiquer l'épidémie Ebola, c'est l'objectif que se sont fixés les pays africains. À travers le fonds spécial Ebola initié par l'Union africaine, les contributions des particuliers et des États s'enregistrent au quotidien. Coordonnée par l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile d'Afrique, une campagne SMS lancée le 1er décembre permet à chaque abonné de contribuer pour $1 par SMS au fonds créé pour barrer la route à Ebola. C'est un service où les clients peuvent tout simplement envoyer un message suivi des mots arrêt Ebola. Cette action contribuera à faire un don d'$1. L'argent recueilli ira au fonds de l'Union africaine pour la lutte contre Ebola. La campagne a été lancée au Nigeria. Le projet Ebola SMS ambitionne de s'étendre dans la sous-région pour soutenir davantage les pays touchés par la fièvre hémorragique. Parce que la lutte contre l'épidémie Ebola restera une priorité jusqu'à ce que les pays touchés par le virus, disons l'Afrique dans son ensemble, éradiquent cette maladie, comme le Nigeria s'y active. Les dons seront toujours les bienvenus. Je veux que les autres personnes survivent grâce à ma propre intervention, parce qu'il y a encore Ebola en dehors du Nigeria, donc nous ne sommes pas encore totalement épargnés. À travers le fonds spécial Ebola, les décideurs africains se lancent dans une dynamique de solidarité et de soutien aux pays touchés. Les donations enregistrées contribueront à renforcer davantage la qualité des soins et des infrastructures dans les hôpitaux. L'opposition gabonaise reçoit un soutien singulier en vue de l'élection présidentielle de 2016. Il s'agit de l'ancien vice-président Diop Divungi Dinding entre 1997 et 2009. Il avait également assuré les affaires courantes sous la présidence de Omar Bongo. Il vient de déclarer son ralliement au front de l'opposition pour l'alternance. Les précisions de notre correspondant Douglas Toutoum. Diop Divungi Dinding, ancien vice-président de la République de 1997 à 2009, a décidé ce samedi à Libreville d'agrandir les rangs de l'opposition gabonaise. Après plus de 30 ans au service de la nation, le président de l'ADER, parti de la majorité présidentielle sous Omar Bongo, a au cours d'une déclaration officielle rejoint le front de l'opposition pour l'alternance. Selon ce dernier, le front est le camp dont l'engagement politique répond le mieux à certains principes et valeurs tels que la liberté et la dignité, la primauté de l'intérêt général sur les intérêts singuliers, la soumission de la puissance publique à un état de droit. J'ai ici et maintenant décidé, sur l'honneur, devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire, d'inscrire mon combat à compter de ce jour dans le cadre du front de l'opposition pour l'alternance. Pour le fond, c'est une décision historique que vient de prendre l'ancien vice-président de la République. Toute chose qui renforce cette formation politique dans son combat pour l'alternance. Un compatriote qui a occupé de très hautes fonctions dans ce pays, qui a eu le temps de faire son analyse de la situation exacte de notre pays, et qui aujourd'hui, alors qu'il s'était tué volontairement pour mieux voir le pays évoluer, prend la décision, non pas de rester dans la majorité dite républicaine, mais de rejoindre définitivement l'opposition. Après une analyse profonde de la situation politique et socio-économique du pays, le nouvel adhérent de l'opposition a reconnu les rares réalisations du pouvoir et déplore l'inadéquation entre le programme mis en œuvre et la réalité du terrain.
Pour cet acteur politique, les nombreux événements organisés au Gabon n'ont aucune incidence sur les difficiles conditions de vie de la majorité de la population. À Djibouti, le ministère de l'Intérieur vient de légaliser un nouveau parti dirigé par Kassim Ahmed Dini depuis le 21 novembre 2014. Ce nouveau parti porte le nom d'une formation déjà existante, l'Alliance républicaine pour le développement. Il s'agit donc d'une faction dissidente de l'ARD, une coexistence qui ne devrait pas empêcher l'opposition de se faire entendre dans le dialogue national, selon Kassim Dini. Les précisions d'Ibra Radinjaï. Nouveau président à la tête de l'Alliance républicaine pour le développement à Djibouti. Kassim Ahmed Dini, fils d'Ahmed Dini Ahmed, leader charismatique et grande figure de la vie politique djiboutienne, a été désigné à l'issue d'un vote à main levée. Un nouveau président qui fixe ses priorités et souhaite peser sur la vie politique djiboutienne et notamment sur le dialogue national. Pour ce qui est du dialogue, tout cela dépend des autres parties prenantes à l'USN. Si on reconnaît la validité non seulement du Congrès, mais également la reconnaissance par le ministère de l'Intérieur, une nation en qualité de président de l'ARD au terme du Congrès le 21 novembre. Si les autres partis de l'USN ne reconnaissent pas cette qualité et dénient aux congressistes de l'ARD le droit de librement choisir ses représentants, ses élus, cela poserait un problème de démocratie et nous en prendrons acte, parce que ce n'est pas ainsi que nous pouvons positivement militer en faveur de la démocratie à Djibouti. Pour ce qui soulève la question de la légitimité, le nouveau président de l'Alliance républicaine pour le développement reste ferme et refute la légalité de toute procédure d'exclusion. Ce qu'on appelle un parallélisme de forme. Seul un congrès est habilité à exclure définitivement un membre qu'il a lui-même élu lors d'un congrès précédent. C'est-à-dire qu'au dernier congrès, ce sont des congressistes qui ont élu membre du Conseil national. Donc, il revenait aux congressistes de ce congrès de se prononcer sur une exclusion définitive ou pas. Tout ce que peut faire ce que la direction entre deux congrès, c'est procéder à une exclusion temporaire sur la base des faits avérés et uniquement après avoir entendu le membre incriminé. Donc, cette procédure d'exclusion est totalement illégale. Kassim Ahmed Dini succède ainsi à Ahmed Youssouf Oumed, président de la coalition de l'Union pour le salut national. La reprise du dialogue politique était très attendue par les Djiboutiens. L'un des enjeux de la stabilité politique est de donner un nouveau souffle à l'économie nationale, dont la croissance se stabilise dans la moyenne de l'Afrique subsaharienne. En 2013, elle était de 5,5%. En République démocratique du Congo, le mouvement rebelle du M23 est au centre d'un tiraillement avec l'Ouganda. Kampala veut accorder le statut de réfugié politique aux rebelles de ce mouvement, mais accuse Kinshasa de faire traîner le processus. Une délégation est arrivée ce vendredi 5 décembre en Ouganda pour la mise en œuvre du rapatriement des derniers membres du M23. Marina Vanier. Une délégation congolaise en Ouganda pour accélérer le rapatriement des ex-combattants du M23, mouvement rebelle qui affronte depuis mai 2012 l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu, frontalière au Rwanda. Cette mission est arrivée ce vendredi 5 décembre dans l'espoir d'activer ce processus. Le gouvernement avait donné jusqu'au 12 décembre à la RDC pour les rapatrier, dénonçant une lenteur d'exécution des autorités congolaises. Pour la République démocratique du Congo, la délégation du M23 a refusé de se rendre à Kinshasa lors de la dernière réunion de suivi en novembre 2014. Si l'Ouganda accordait le statut de réfugié politique à ses membres ex-rebelles de M23, donc ils seraient libres, comme ils ont gardé les armes, et ils pourraient reprendre la guerre au Congo ou éventuellement passer par d'autres mouvements. Donc, le gouvernement congolais a intérêt à négocier. Le 12 décembre 2013, l'Ouganda et la République démocratique du Congo avaient signé les déclarations de Nairobi, mettant fin au conflit entre le M23 et les forces congolaises. Cet accord prévoyait notamment l'amnistie et le rapatriement des troupes. C'est parce que le gouvernement congolais veut amnistier que 330 ex-rebelles sur 1678. Il y en a d'autres au Rwanda. Donc, il pourrait y avoir un problème entre les deux pays. Et Kampala ne veut pas garder toujours ces rebelles armés, toujours contrôlés et nourris. Donc, l'Ouganda
l'Ouganda voudrait bien s'en passer pour éventuellement qu'il y ait des accords, parce que l'Ouganda aussi gère une autre rébellion et surtout en plus qui se passe au Congo. Le gouvernement congolais a déjà amnistié 560 éléments du M23 qui doivent désormais intégrer le processus DDR, désarmement, démobilisation et rapatriement. Première édition des Léonards en Côte d'Ivoire, les prix qui récompensent le 7e art ivoirien à Abidjan. Dans la soirée de samedi, le nom des trophées a été choisi en hommage à Léonard Groguet, précurseur du cinéma ivoirien. 20 récompenses ont été attribuées au total. Michel Gou et Adrienne Coutouan ont été distingués comme meilleur acteur et meilleure actrice. Ma famille a été sacrée meilleure famille et le meilleur film revient au long métrage Le mec idéal. Première édition également de la Biennale d'art dénommée Yango jusqu'au 19 décembre en République démocratique du Congo. Ce festival qui a lieu à Kinshasa veut mettre en relief la diversité de l'art congolais tout en célébrant la culture du pays. Plusieurs artistes nationaux et internationaux ont répondu présents à ce premier rendez-vous de l'art contemporain. Regardez. La capitale Kinshasa accueille la première édition de la Biennale internationale de l'art contemporain. Autrement dénommé Yango en lingala, le festival a débuté depuis le 22 novembre. Cette première édition, placée sous le thème avancé, a été l'occasion de réunir plusieurs artistes du pays et de l'étranger autour d'une même passion, l'art contemporain. Parce que de toute façon, les images qui sont vues du Congo, c'est toujours un Congo qui recule. Et les artistes, ensemble avec les artistes, on a pensé montrer quelque chose de positif, montrer quelque chose qui change, qui pourrait changer aussi l'image du Congo. Et on ne voulait pas le faire seul, on voulait le faire aussi avec d'autres artistes qui sont venus de la Chine, du Japon, de l'Europe. Vitrine, lieu de rencontre entre créateurs, amateurs et collectionneurs, ce grand rassemblement d'artistes autour de l'art contemporain participe à la promotion des artistes congolais tout en valorisant leur création. Néanmoins, beaucoup espèrent que l'exposition ne se contentera pas seulement de mettre en valeur la richesse des talents d'artistes locaux, mais qu'elle leur donnera également la possibilité de partager leurs expériences avec d'autres artistes du monde entier. Ce sera une grande porte qui va s'ouvrir pour le créateur et même pour le Congo, parce que le Congo est un pays riche naturellement, mais jamais il a mis il a mis son savoir devant par rapport à la culture. Et moi je pense que la Biennale est pour nous quelque chose qui va vraiment nous aider à attirer les gens pour au moins dire que ok, au Congo au moins il y a une Biennale qui se fait. Et ce qui est fort, c'est fait avec les moyens. Plusieurs artistes de la République démocratique du Congo et d'ailleurs prennent part à ce premier festival de la Biennale de Kinshasa, qui est une combinaison de différents genres artistiques tels que la peinture, la sculpture, la photographie et d'autres formes d'art multimédia autour d'un même point commun, la création. En attendant, les expositions embellissent plusieurs instituts culturels à travers la ville, y compris dans une gare de chemin de fer. La Biennale prendra fin le 19 décembre. Et voilà un sujet de Christelle Dayambaya. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa.